Je pense que 10 millions d'utilisateurs de solutions digitales, solutions fintech, c'est pas quelque chose d'inatteignable. Ici, on fait peut-être de l'arithmétique pour faire une petite boutade. Chacun de ces brands devrait pouvoir peut-être prendre 1 million de personnes et puis on a réglé le problème. Les paiements digitaux transforment progressivement l'accès aux services financiers en Guinée. Mais comment faire en sorte que cette révolution bénéficie à l'ensemble de la population et permette d'atteindre les 10 millions de Guinéens? Pour répondre à cette question stratégique, des experts du secteur public, des institutions financières et de l'innovation se sont réunis autour d'un panel d'exception. Retrouvez les interventions de Candace Camara, founder de Sayele, Alpha Bakar Bari, ministre de l'Enseignement supérieur, Gabriel Curtis, directeur général de Digital Wallet Guinée, Alassane Yattara, directeur de la clientèle des particuliers et des professionnels, Vistagui, Matteo Rizzi, expert international de la finance et de l'innovation, ainsi qu'Abdul Karim Bangoura, directeur général Orange Finance Mobile Guinée, qui partageront leurs analyses, leurs expériences et leur vision de l'avenir des paiements digitaux et de l'inclusion financière en Guinée. C'est juste pour avoir votre vision de l'évolution des services digitaux, notamment du paiement digital en Guinée depuis 2024. C'est que depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, il y a eu Koulou, il y a une autre marque, Soutra, qui est venue sur le marché, qui a trouvé ici sur le terrain d'autres solutions comme... si je regarde BNB, j'étais là quand ça prenait de l'essor et je suis très content que ça grandisse autant. Je suis aussi content de voir Lengupay et tout. Et puis il y a le pingouin qui s'annonce. Je pense que 10 millions d'utilisateurs de solutions digitales, solutions fintech, c'est pas une chimère, c'est pas quelque chose d'inatteignable. Ici, on fait peut-être de l'arithmétique pour faire une petite boutade. Chacun de ces brands devrait pouvoir peut-être prendre 1 million de personnes et puis on a réglé le problème. Sauf que nous sommes un marché dynamique, nous sommes dans une technologie exponentielle, nous sommes dans un marché de capitaux, nous sommes dans un marché où les entreprises aussi font valoir leur solidité, leur santé. Nous sommes dans une compétition, donc il y en a qui vont... Je suis assez schumpeterien, hein, je suis de la destruction créatrice. Il y en a qui vont mourir de leur belle mort et il y en a qui vont exister, qui vont résister et qui vont survivre. Ceux qui vont survivre vont animer un marché qui est assez vibrant. Je vous racontais l'histoire il y a 2 ans de ma mère qui ne savait même pas utiliser un téléphone, un smartphone, mais qui était experte en Orange Money. Pourquoi? Parce que son intérêt était là. Je pense que le challenge pour toucher 10 millions de personnes, ce sera la capacité de ces entreprises à rapprocher les activités natives, les activités originelles des populations avec la solution de financement. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas aux clients d'entrer dans l'écosystème, c'est à l'écosystème de venir trouver un marché et de s'adapter au marché et de proposer des solutions pour cela. Sinon, 14 millions de Guinéens, nous sommes 17 millions maintenant selon les derniers recensements, oui. 14 millions de Guinéens font quand même de la transaction, même si c'est numéraire, ils font de la transaction. Donc le challenge, c'est à ces entreprises et aux régulateurs également qui a une responsabilité là-dedans. Je regarde mon cher ami et frère Aboubakar, avec lequel je viens de très loin et qui, justement, avec beaucoup de brio, s'intéresse beaucoup aux questions de fintech à la Banque centrale de la République de Guinée. J'avoue que ça a beaucoup évolué à la Banque centrale de la République de Guinée sur les questions de finances digitales. Mais comme je disais, la responsabilité c'est au niveau des fintech. Il y a un marché qui est ce qu'il est. Il n'est pas différent du marché ivoirien, il n'est pas différent du marché sénégalais, ou etc. etc. C'est l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse sur l'esclavage des brands. Je pense que
le marché des fintech est venu trouver également nos frontières artificielles, un marché artificiel. Il faudrait peut-être aussi se réinventer à ce niveau pour aller au-delà des 10 millions. Pour moi, Guinée, parce que je suis panafricain, Guinéen, ça n'existe presque pas. Africain, ouest-africain peut-être, si on veut avoir un marché vibrant et si on veut avoir quelque chose d'assez durable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer à M. Bangora de Orange Money. Votre vue aussi sur ce qu'il y a eu comme évolution, surtout au niveau des opérateurs comme Orange Money, des progrès qui ont été réalisés depuis 2024 en Guinée. Ok, allô. Oui, merci encore pour l'invitation et pour ce forum qui permet d'échanger sur les évolutions du marché et aussi pour réfléchir sur le futur. Je pense que le mobile money et le paiement digital, généralement, c'est un indicateur de la vitalité de l'économie d'un pays. Bon, c'est un indicateur aussi de la modernisation de l'économie et des progrès que le pays est en train de réaliser. On a vu avec l'ouverture du pays depuis quelques années, en termes de régulation. Il y a 10 ans, on parlait que des banques. Aujourd'hui, nous avons une multitude d'acteurs qui sont sur le terrain. Les banques, les établissements de crédit. Nous avons les microfinances et aussi des microfinances 100% digitales qui sont là dans le pays. Donc avec Orange Microfinance, il y a Akiba qui sont là, qui font de la microfinance 100%. Nous avons les émetteurs de monnaie électronique. Cette année, je pense qu'il y a eu 5 agréments qui ont été délivrés par la Banque centrale pour des nouveaux établissements de monnaie électronique. Donc, et il y a des fintechs aussi qui opèrent, qui ciblent des segments de valeur pour opérer et aider à développer donc, cet écosystème qui est très dynamique. Nous avons, sur 10 ans, on a gagné quand même 20 points de croissance en termes d'inclusion financière depuis 2014. En tout cas, les dernières données de la Banque mondiale, on est aujourd'hui à 36% de taux d'inclusion, comparé à peu près 6-7% en 2014. Donc ce dynamisme est surtout porté par les fintechs, les mobile money. On l'a vu un peu, celui qui a parlé tout à l'heure, c'est le mobile money qui porte le dynamisme en Afrique et qui fait que, à cause de la facilité, à cause du mobile déjà, ils permettent aux populations donc d'avoir accès aux services financiers. Mais on joue aussi le rôle d'intermédiation. En attendant que le switch arrive, on joue ce rôle de mise ensemble entre les fintechs, les banques, les fournisseurs de contenu, pour que les populations aient des solutions vraiment qui répondent à leurs besoins. Monsieur le ministre l'a dit, ce n'est pas aux populations de s'adapter, c'est à nous de répondre à leurs besoins. Quand on répond à leurs besoins, ils viennent vers nous. Donc, pour aussi un peu donner quelques chiffres en termes de croissance. C'est vrai que le marché, on est en termes de pénétration, on est bas par rapport à la sous-région. La zone UMOA est autour de 50%. Le Sénégal est proche de 80% aujourd'hui en termes de pénétration. Mais nous, un peu la particularité, c'est que les croissances des transactions quand même très dynamiques. Je peux parler seulement pour Orange Money parce que bon, je n'ai pas les chiffres globaux du marché, mais on voit à peu près en moyenne des croissances de 30% par an en termes d'évolution des transactions. 2022, on était autour de 16%, parce que l'économie était un peu au ralenti en ce moment, mais depuis ça, on est dans les 30% d'évolution. Et cette année, avec tous les gros projets qui sont dans le pays, on le sent aussi dans nos activités, on frôle les 50%.
et dire que il y a vraiment un dynamisme donc dans le pays et que l'économie aussi drive le développement des fintech parce que bon, on veut aller vite, on veut que l'argent circule et donc ces deux facteurs-là, il faut pas l'occulter quoi. Exactement. Et je pense aussi que il faut faire en sorte que les gens puissent, de manière accessible, on va dire, utiliser vos services et bénéficier des avantages que ça apporte. L'un des changements qu'on a constaté au cours de l'année dernière, c'était le pricing de Orange Money qui a changé, qui peut être un moteur aussi de la croissance en termes de transactions. Et en parlant de justement ce changement, qui peut être peut-être impulsé par le fait qu'il y a de l'offre sur le marché plus compétitif, donc je vais m'adresser maintenant à Koulou. Quels sont pour vous, on va dire, le moteur d'adoption, parce que je sais que Koulou a eu une croissance fulgurante selon les données que j'ai, que je ne vais pas dévoiler ici, mais j'ai ma source. Mais quels sont le moteur d'adoption chez Koulou et quels sont les challenges pour un nouveau venant sur le marché qu'on pourrait rencontrer? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à féliciter les organisateurs. Vraiment, cela montre que le secteur est dynamique et je voudrais vraiment les féliciter. Et je vois que chaque année, Guinée FinTech Week prend de l'ampleur. Je dois dire que, comme l'a dit mes prédécesseurs, comme l'ont dit mes prédécesseurs, actuellement dans le système des FinTech, c'est vraiment un secteur en pleine croissance. Et il est en pleine croissance parce qu'il répond vraiment à un besoin. Il y a un besoin important. On l'a rappelé ici que le taux de bancarisation et d'accès au système financier est très faible en Guinée. Moi j'avais vu des chiffres de 22%, parce que quand on cite les 37 et quelques, il y a beaucoup de gens qu'on compte deux fois, mais on est à peu près à 22%, c'est-à-dire qu'à peu près 80% de la population n'a pas accès à des services financiers. Donc je pense que les fintech répondent parce qu'ils sont plus agiles et ils sont plus à même d'être accessible aux populations. Et c'est un nouveau modèle économique qui est en train de s'installer. Et c'est un modèle en fait qui est, je pense, complémentaire avec ce qui existe déjà avec les banques. Il y a à peu près une vingtaine de banques. Là maintenant, il va y avoir une dizaine de monnaies électroniques. Et la vingtaine de banques, elle était quand même sur un 6% à 10% de taux de bancarisation de l'économie. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la marge. Et nous plaçons dans un mode de complémentarité avec les autres services, que ce soit les banques, les assurances, la microfinance, mais également de pouvoir faciliter le paiement, les transactions pour les biens et services. Donc pour nous, entrer dans un nouveau marché, d'abord il faut apprendre à se faire connaître. Et l'une des choses qu'il faut faire, c'est de communiquer, d'expliquer notre valeur ajoutée, d'expliquer ce que nous apportons, les innovations aussi que l'on fait, et de rassurer aussi les populations, parce que les populations, elles veulent s'assurer qu'on n'est pas un épiphénomène. Donc cela a été, on a commencé notre activité au mois de janvier, et on a fait cette montée en puissance, d'aller vers les populations, leur expliquer, comprendre aussi leurs besoins et s'adapter à ces besoins-là. Évidemment, ce n'est pas toujours simple, parce que nous avons un modèle autre, puisque nous ne nous adossons pas à déjà un service mobile. Donc nous, on marche surtout grâce à l'accès à l'Internet. Donc c'est très important pour nous qu'il y ait les infrastructures qui soient autour, mais on s'adapte aux réalités du marché. Merci beaucoup. Mathéo, je vais m'adresser à toi maintenant. Toi qui es, on va dire, serial entrepreneur, toi qui as beaucoup d'expertise dans le domaine de FinTech, dans le conseil des FinTech, est-ce que tu peux partager
les best practices en termes d'adoption et puis bon, les challenges que tu as rencontrés tout au cours de on va dire, ton expérience d'implantation de FinTech. Très bien, Candace. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Parfait. Déjà, moi aussi, je veux saluer les organisateurs, en fait, et particulièrement mon frère Keba pour les efforts incroyables dont j'étais témoin. Et aussi, je suis désolé de ne pas pouvoir être en personne en Guinée, comme lors de la première édition, mais ce n'est que partie remise. Évidemment, dans le reste de ce panel est beaucoup plus, a beaucoup plus d'autorité que moi en parlant de l'écosystème guinéen. Moi, je voudrais en fait souligner deux types d'approches qui ne sont pas seulement de best practices. Pour contexte, je travaille pour une organisation qui a en fait racheté ma boîte de consultants que j'ai montée en 2015. Cette organisation s'appelle GFTN et c'est les organisateurs en fait du Singapore Fintech Festival ainsi que de l'Inclusive Fintech Forum qu'on fait tous les ans en Italie et pendant 2 ans du TIGAI Vietnam on a organisé à Accra. On vient aussi d'organiser le GSB Finance Forum à Johannesburg au mois de septembre. C'est une organisation globale et personnellement, je fais partie du team d'advisors qui les aide sur le marché africain et du Middle East en particulier. Mais moi, mon cœur est en Afrique. Je travaillais dans 17 pays et grâce au fait que, en pouvant m'exprimer en fait, pas seulement en anglais, surtout en Afrique portugaise et Afrique francophone, je peux donner peut-être aussi un type d'avis qui est beaucoup plus proche en fait de la culture même du pays. Et en fait, c'est assez simple. D'un côté, il faut soigner la financial literacy. Donc, Kaba sait très bien que depuis quelques années, il y a une initiative qui s'appelle Time Pledge, qui est en partenariat avec les universités et qui en fait cherche à former la prochaine génération d'entrepreneurs. Ceci est quelque chose sur lequel, à mon avis, tout écosystème doit avoir une stratégie. En général, on tend à ce qu'on dit à passer de 0 à 1, c'est-à-dire donner des compétences digitales basiques à un grand nombre en fait à la partie de la population la plus importante possible. Mais ce qu'il faut soigner aussi, c'est en fait ce que j'appelle le 1% en fait des talents qui va bâtir les entreprises du futur. Quand je dis du futur, je veux dire pas seulement les startups, mais aussi les initiatives de l'écosystème qui vont créer des emplois. Je parle des Uber, je parle des entreprises de la mobilité, je parle des entreprises de microfinance, je parle des entreprises qui vont faire de l'advance sur salaire. Et ça, c'est juste pour nommer, on va dire, l'étape 2, juste après avoir bâti les rails, en fait. Parce que bâtir des rails de paiement, c'est bien, c'est fondamental, bien évidemment. Mais en fait, là où l'écosystème commence vraiment à croître, c'est quand il y a des initiatives qui vont bâtir, en fait, sur les rails pour construire des services. Et Candace, tu me demandes quelles sont les best practices. En fait, c'est même pas des best practices, c'est ce qu'on a observé dans plusieurs écosystèmes africains, c'est qu'il y a cette étape 2 qui est fondamentale, qui a besoin de talent, qui a besoin d'initiative et qui a surtout besoin d'une infrastructure que en Guinée, je pense, elle est déjà prête, de fait, pour pouvoir bâtir ce type de solution. La façon de le faire à voler, certainement, en fait,
je suis ravi en fait que l'éducation même, on s'est connus d'ailleurs lors de la première édition, et je sais qu'il peut pas parler en tant que comment dire que personnage que personne du gouvernement, mais je suis certain en fait qu'il pourra rejoindre en fait ce débat qui consiste en fait à collaborer de façon très étroite avec les universités. Et nous, à Time Pledge, on a 15 universités qui collaborent dans le continent. Et on vient en fait de terminer le premier batch en Ouganda avec une cinquantaine, pardon, de data scientists de l'université de Makerere. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de le matcher avec les startups ougandaises qui ont déjà levé de l'argent. Et pourquoi? Ben parce que il n'y avait pas suffisamment de talents skillés pour pouvoir être embauchés par des startups locales qui étaient obligées à prendre du talent plus cher ailleurs, ou pire encore, en fait, carrément en Europe, je parle du CTO ou des personnes clés en fait pour faire avancer la startup même. Ben, j'invite en fait la Guinée à avoir cette stratégie en fait de soigner les talents qui vont créer euh, l'infrastructure du futur au niveau du job, tout simplement. Aujourd'hui, demandez-vous si je suis un créateur d'entreprise à Conakry, est-ce que mon CTO, j'ai une chance de pouvoir l'embaucher ici? Ou est-ce que je serai malheureusement contrainte d'aller chercher ce talent ailleurs? Si la réponse est ben, pas vraiment, ou je ne saurais pas par où commencer, c'est là où je pense que une stratégie s'impose. Donc voilà un peu mes 2 centimes Merci. pour contribuer à ce débat. Merci. Merci beaucoup, Mathéo. Et cela, tu viens de me tendre la perche pour la prochaine question que j'ai pour Monsieur le ministre, qui consiste à savoir comment est-ce que le gouvernement et, disons, les systèmes éducatifs peuvent contribuer à la recherche, à l'innovation et puis à la formation des talents dans l'écosystème FinTech pour justement permettre l'inclusion des populations. Allô? Oui, oui, ça marche. Peut-être que je n'ai pas totalement la réponse mais je vais vous dire quelques initiatives que nous avons au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur à ce sujet. Nous avons déployé à l'intérieur de toutes les universités, ou en tout cas la majorité des universités, ce qu'on appelle des pôles vie, valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat, qui sont des endroits où les jeunes qui ont des idées d'entreprise viennent interagir avec d'autres personnes, soit de l'industrie, soit le réseau des SAEI, ou alors toute personne désireuse d'apporter une contribution pour l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs dont la plus grande partie pourrait venir des universités ou des écoles de formation professionnelle. La deuxième chose, c'est qu'au niveau même des curricula, la réforme des curricula nous amène aujourd'hui au niveau de l'ISCAEG, l'Institut supérieur de commerce et d'administration de Guinée, de pousser pour que l'on puisse avoir une licence FinTech et un master FinTech. Et puis la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'au niveau des classes préparatoires aux grandes écoles, cette année va marquer la rentrée de la première classe qui va être consacrée aux mathématiques, à l'économie et aux statistiques. Nous avons aussi un institut de mathématiques. Vous me direz pourquoi c'est lié. Il faut apporter de la capacité aux écoles d'ingénieurs. Et les écoles d'ingénieurs sont aussi de grands fournisseurs de talents dans ce domaine-là. Et puis, la dernière initiative, c'est la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée, qui a tout un programme, tout un chemin, toute une avenue sur les questions de finances digitales, de crypto-monnaies,
blockchain, etc., et qui est en train de développer tout ça. Je ne suis pas encore autorisé à en parler dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, non seulement dans la recherche, mais aussi dans le soutien que la CESIG apporte au gouvernement en tant que structure de recherche et d'innovation. Merci beaucoup. Et j'ai eu la chance justement de visiter la Cité des Sciences, qui est dirigée par un frère. Et je pense que c'est une initiative qui va vraiment aider, surtout à développer, on va dire, et même les talents localement. Et on constate que les fintechs aujourd'hui ont bouleversé un peu. Bonjour. Merci et je m'excuse d'interrompre, mais l'occasion était opportune dans cette synergie gouvernementale de dire quand même en quelque sorte ce que le gouvernement aussi apporte pour compléter cet écosystème important. Aujourd'hui, en tant que ministre en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique, on sait qu'une fintech qui avance est basée sur un socle solide de connectivité et surtout de couverture nationale en matière de pénétration au niveau de la voie téléphonique. Il faut déjà que les gens puissent appeler. Et dans ce sens, le ministère s'est lancé dans un vaste programme d'identification des zones blanches. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de réalisé. Le rapport existe. Nous avons un système d'information géographique qui permet de nous dire quelles sont les zones aujourd'hui qui sont moins bien couvertes et qui sont bien couvertes en matière de téléphonie. Et en matière aussi de connectivité, nous avons nos zones qui sont identifiées. Ça nous permet d'agir plus vite et de façon plus conséquente par rapport au nombre de populations. On parle de fintech. Tout à l'heure, monsieur le ministre disait que tout dépend de l'usage qu'on crée auprès des utilisateurs. S'il y a un projet dont je suis très fière et quand je me couche la nuit, je me dis, voilà, on a fait quelque chose, il s'agit du programme Orken. Le programme Orken vise à renforcer les capacités numériques des personnes. Et l'année dernière, nous avons eu, disons, la chance de former 300 femmes. Et dans le témoignage de ces femmes, vous n'en reviendrez pas. À travers nos hubs numériques, et il faut rappeler que le ministère aussi s'est mis à déployer des hubs numériques à travers le territoire pour permettre l'apprentissage du numérique. Et une des expériences de ces femmes, elles venaient pour apprendre juste à utiliser un ordinateur. Et quand elles quittaient, elles avaient des projets qui les ont rendues autonomes. Et ces femmes disaient quoi? Nous avons appris à faire nos propres infographies, donc nos propres étiquettes. Aujourd'hui, elles peuvent rester chez elles. Elles pensaient que c'était l'apanage des jeunes qui ont fini l'université et tout. Elles disent qu'elles peuvent faire leur étiquette. Et plus, elles peuvent vendre, faire leur vie de famille et surtout vendre, donc exercer une activité. Et là, pour moi, c'était tout le bonheur absolu. C'est là que nous travaillons. Nous voulons que cet écosystème soit mis en place, outre le cadre réglementaire pour faciliter l'intégration de nouveaux investisseurs. Aujourd'hui, on a de nouveaux joueurs, Koulou, Soutra et bientôt notre banque postale aussi. Il y a Paycard et bien d'autres aussi qui émergent. Nous avons Biais Facile qui a été quand même un des lauréats à l'international et beaucoup d'autres acteurs de cet écosystème. Je pense qu'il faut aller... et nous avons aussi le plaisir de se dire, au-delà de tout, est-ce que ils sont sujets à verser seulement leurs données à l'extérieur. Nous avons un data center national aujourd'hui qui peut servir à abriter. Nous pourrons désormais avoir notre système à nous ici. Nous avons l'opérationnalisation du point GN qui facilite aussi l'afflux de données. Donc aujourd'hui, lorsque nous maîtrisons la connectivité, l'accès à un Internet beaucoup plus de qualité à un coût raisonnable, nous savons que cela va accélérer l'univers des fintech en Guinée et je voulais juste compléter par ça. Merci beaucoup et désolé d'interrompre. Merci beaucoup. Je vais passer à M. Yatara. On constate qu'aujourd'hui, les fintech, les MNO et autres ont bouleversé l'écosystème. Qu'est-ce que Vista et disons les banques traditionnelles ont adopté, on va dire, comme stratégie pour
au vu de cette réalité, comment vous voyez cela et quelles sont les actions que vous mettez en place, peut-être pour collaborer ou bien pour essayer de participer de manière effective à ce nouvel essor et pour aboutir ensemble à une inclusion financière? Ok. Merci. Je vais commencer d'abord par remercier les organisateurs. Il y a 3 ans, je me rappelle, avec l'un d'eux, on parlait de cette initiative organisée, le Guinée FinTech Week. Et quand je vois ce que c'est devenu maintenant, je vous dis félicitations. Donc, je vais revenir sur quelques mots. Dans le discours du DGA de Vista Bank, il a parlé de ne pas considérer déjà l'inclusion financière comme une simple question de technologie. C'est un véritable levier de développement. Maintenant, comment aller vers ce développement? Et là, je suis totalement d'accord avec Monsieur le ministre, c'est que 10 millions, c'est faisable. Mais pour arriver à 10 millions, il y a beaucoup de choses. Je commencerai par, de mon point, vous verrez dans mon intervention que je mets beaucoup l'expérience client et la sécurité en avant. Le premier challenge, c'est que les solutions doivent être sécurisées. Et quand on parle de sécurité, ça induit la confiance. Et tout de suite, on a l'adhésion des populations, surtout les populations rurales. Quand on parle de sécurité, et c'est là que je m'adresse surtout au niveau de Madame la Ministre, c'est qu'il y a un terme qu'on appelle dans notre jargon le KYC, c'est tout ce qui est documentation contentieuse qu'on a sur un client. Donc, je vais utiliser un terme quand même un peu technique. Je pense fondamentalement qu'il faut un KYC proportionné pour qu'on puisse percer le marché. KYC étant Know Your Customer, c'est-à-dire connaître son client, avoir les informations sur ce client. Donc, je pense fondamentalement qu'il faut qu'on ait un KYC proportionné. Quand je dis KYC proportionné, dans notre jargon, on dit souvent il ne faut pas prendre un bazooka pour tuer une mouche. Donc, ce qui se fait, c'est que les banques ont des exigences extrêmement fortes en termes de lutte contre le blanchiment du terrorisme et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et ce qui arrive, c'est que ces exigences sont répliquées au niveau des utilisateurs. Donc, tout de suite, quand on va en partenariat avec une plateforme d'émission de monnaie électronique, on réplique la même chose. Je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Il faut qu'on ait un KYC proportionné, sans toucher au minimum de requirement, comment je pourrais dire ça, sans toucher aux principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc l'autre aspect que je voulais ramener, c'est la simplicité, et ça m'amène à la mère de Monsieur le ministre, c'est qu'il faut que ce soit extrêmement simple à utiliser. Donc ça c'est une solution aussi qui peut nous permettre d'aller vers les fintech. Après, il y a l'interopérabilité. Je vous donne un exemple. Quand on prend la GIM, avec l'opérationnalisation de la GIM, les coûts de transaction ont été divisés par plus de 4. Donc ça va permettre d'augmenter du volume pour aller vers les 10 millions. Quand les coûts sont divisés par 4, ça veut dire qu'on a réussi à défragmenter les coûts. L'autre aspect, c'est que, je vais donner l'exemple pour ceux qui connaissent, il y a une application Zelle aux États-Unis où on a avec un email ou bien un numéro de téléphone, où qu'on soit, on peut faire une transaction à n'importe qui. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il a comme portefeuille électronique. Donc, pour arriver à ça, il est extrêmement important d'avoir un identifiant unique et que le KYC soit unique pour que la banque soit sécurisée. Donc, je donne l'exemple, par exemple, il y a Koulou ici, il y a Orange Money. Le futur idéal, c'est qu'un client qui a un portefeuille Koulou, il va chez un marchand pour faire une transaction qui n'est pas, c'est le switch dont on parle.
le switch, il est extrêmement important. Donc, c'est un véritable levier. Après, Madame la ministre a parlé d'éducation financière. Je vais terminer par ça. L'éducation financière est extrêmement importante pour qu'on puisse aller vers ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense que, justement, pour parler du KYC, c'est au niveau du régulateur. Et normalement, cela existe, puisqu'aujourd'hui, il y a des profils pour les porte-monnaies électroniques qui n'exigent peut-être que la pièce d'identité, et pour d'autres types de comptes bancaires. Enfin, ça, c'est un débat qu'il faut vraiment avoir avec la Banque centrale. En parlant justement de l'interopérabilité, moi, j'aimerais justement attirer l'attention de la Banque centrale sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la BCAO, au niveau de l'UEMOA, où on a aujourd'hui lancé cette interopérabilité avec chacun pouvant avoir son identifiant unique qui peut être utilisé pour pouvoir recevoir de l'argent à partir de n'importe quel autre moyen de paiement. Donc, merci beaucoup. Et l'éducation financière est évidemment très essentielle pour pouvoir permettre aux gens de savoir les bénéfices des outils qui existent sur le marché et à quoi servent ces services financiers. Donc, Mathéo, j'aimerais te... Tu es là? Ok, super. Dis-moi, selon toi, aujourd'hui, parce que souvent les populations exclues, ce sont les populations qui sont dans le milieu rural. Est-ce que tu peux partager avec nous des initiatives que tu as vues à travers l'Afrique qui ont pu permettre de fournir des services à ces populations qui sont généralement exclues parce qu'elles n'ont pas accès à l'Internet ou au smartphone ou que l'USSD devient compliqué pour eux? Alors, une chose est certaine, c'est que on ne fait pas assez pour ce vrai dernier mètre, si on veut, de communication et d'interaction avec les services financiers. Le dernier, on va dire la dernière initiative en date, c'est au Bénin et c'est financé par la Fondation Gates. Et c'est en fait un centre d'innovation et de digitalisation pour les 4 millions de Béninois en fait qui parlent seulement en fait un dialecte local dont pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, mais sans doute il y a peut-être de Béninois ou dans la salle ou des gens qui les savent, mais ce qui est certain en fait, c'est que c'est difficile d'inclure financièrement quelqu'un dans des services digitaux quand cette personne en fait ne sait pas lire ou a des difficultés en fait à interagir avec un smartphone. Une chose c'est de l'avoir, l'autre chose c'est de pouvoir l'utiliser. Il y a et ça non plus je ne peux pas en parler, mais en fait initiative on a un problème de connexion. Ok. Donc, oui, moi je vous entends en fait. Tu m'entends? Ok, vas-y. Oui, je disais en fait que il y aura d'autres initiatives en fait qui porteront à repenser carrément l'interaction des populations rurales, mais aussi en fait des personnes on va dire moins culturellement habiles à interagir avec les services financiers, ce qu'on appelle en fait de last mile et de last mile au niveau d'interaction. Et parce que clairement, il faut tout repenser en fait. Et il faudrait que ça soit aussi simple en fait que littéralement claquer des doigts ou faire un geste, pouvoir accepter ou envoyer un paiement. Et en fait, évidemment, ce n'est pas le premier focus en fait d'une fintech ou d'un nouveau service, puisque c'est pas la masse critique en fait qui va leur permettre de survivre. Ceci étant dit, il faut absolument en fait qu'on se focalise là-dessus si on veut atteindre le 100% d'inclusion. Alors un autre type d'initiative, et je vais m'arrêter juste après, c'est de
ne pas utiliser les services financiers comme point d'entrée. Et je prends toujours l'exemple du Rwanda, en fait, et de mes amis de Tap & Go. C'est une initiative d'une boîte qui s'appelle AC Group. En fait, eux, ils ont commencé par par la digitalisation du transport public, donc des autocars, des bus, et ils se retrouvent avec 1 million de personnes dans Kigali qui possèdent leur carte, alors que dans tout Kigali, il y a que 350 000 comptes bancaires, hein, je précise. Eh ben, imaginez-vous bien que cette carte qui permet de payer les transports en bus, elle est en possession de plein de gens en fait qui savent pas lire ou écrire, mais qui se retrouvent en fait digitalement inclus en fait dans une transaction. Et ça, c'est en fait le premier pas. Donc je sais pas si on peut appeler ça une best practice, mais c'est sans doute une façon intelligente d'inclure en fait digitalement les personnes en passant par un service qui n'est pas immédiatement financier, mais qui répond à une vraie nécessité. Et évidemment, la start-up en question, ça fait longtemps en fait qui veut devenir une fintech, parce que typiquement, il y a des services de microfinancement en fait qui peuvent être habilités par les biais de cette carte. Et voilà, donc du coup, on se retrouve, ils se retrouvent en fait avec 1 million de des potentiels clients, dont les 3/4 n'avaient pas un compte bancaire, mais qui sont intégrés en fait dans des services digitaux. Donc voilà, je mentionnerai ces deux cas, un qui est un cas concret et l'autre qui est plutôt une initiative qui déjà commence par identifier ce pocket d'opportunités d'inclusion, et ceci en fait requiert un travail qui est différent pays par pays. Merci. Ok, merci beaucoup Mathéo. Effectivement, résoudre un problème, un use case au niveau de ces populations, je pense, semble être une très bonne approche. Et je pense que c'était une approche que Orange Money avait aussi, parce qu'à l'époque, pour envoyer de l'argent à quelqu'un qui était à l'intérieur du pays, il fallait aller voir à la gare un chauffeur, lui donner de l'argent pour envoyer. Et depuis qu'il y a Orange Money, qui est le pionnier, hein, je cite Orange Money en tant que pionnier, ce problème a été résolu. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui en ce qui concerne le développement de ces services? Donc les perspectives, c'est continuer donc à croître et adresser ces segments-là qui sont aujourd'hui pas bien adressés. Quand on pose la question, savoir pourquoi les gens n'ont pas de compte mobile money aujourd'hui, une des raisons, c'est le manque d'argent d'abord. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'économie, qui est très important. Donc ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ne sont pas employés, par exemple, dans ces segments-là, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de femmes aussi, malheureusement. Donc la pauvreté a un impact quand même donc, sur l'adoption des services financiers. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Orange Microfinance et d'autres fintech qui permettent de faire des nanocrédits pour aider ces gens-là à au moins avoir un peu de revenus et peut-être penser à aller dans l'entrepreneuriat pour qu'ils soient autonomes. Une fois qu'ils sont autonomes, ce sera plus facile pour elles d'utiliser les services financiers et de se développer. Donc l'autre perspective, c'est vraiment d'aller vers l'interconnexion dont on parle. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé avec la Banque centrale, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc une fois que ça sera réussi, je pense que ça va fluidifier
comment dire, les transactions dans le pays. Et le point essentiel actuellement pour nous, je pense pour tous les opérateurs et même la Banque centrale, on l'a vu avec la crise des liquidités récemment, il n'y avait pas de circulation de cash, c'était un peu compliqué, mais les mobile money circulaient quand même. Donc on a vu une hausse des transactions de tout ce qui était bank to wallet, d'autres services. On a vu une baisse de tout ce qui est retrait sur le marché, mais d'autres services ont pris le relais. Et même les dépôts. Le paiement marchand a pris le relais. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble parce que c'est quand même quelque chose, je pense, qui ne pourra pas aller aussi vite quand on le fait seul. Donc comment faire ensemble à ce que ce service-là de paiement d'accepteurs au niveau des commerçants et autres se développe. Le mobile money quand même va beaucoup driver l'économie. Il va aider l'État aussi à améliorer la perception des taxes. Ça a aussi aidé déjà l'État à sécuriser ses recettes. Parce que toute l'année ou l'année dernière, l'État a quand même focalisé sur la digitalisation des paiements. Que ce soit la bancarisation, le paiement des primes, la digitalisation des services publics, ça aussi, ça a beaucoup drivé. C'est ce que explique aussi l'évolution des transactions. Donc, on travaille avec les services de l'État, on travaille ensemble avec les acteurs de l'écosystème pour qu'on puisse aussi aller vers le secteur informel, qui est quand même le gros de l'économie du pays, et l'accompagner dans sa digitalisation. Donc, ce sera fait ensemble. Un seul opérateur ne pourra pas le réussir. Donc, comment faire pour que cela se fasse? Je pense que la Banque centrale y réfléchit. On travaille ensemble pour trouver des solutions. Même question pour Curtis. Merci beaucoup. Il y a un point que j'aimerais relever, qui a été soulevé par mon collègue de Vista, du groupe Vista. Au niveau du KYC, évidemment, nous sommes soumis à la réglementation de la Banque centrale, parce que nous avons deux régulateurs en tant qu'EME. Il y a la Banque centrale et la RPT. Bon, pour les questions technologiques, la RPT, pour les questions financières, la Banque centrale. L'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est vraiment le manque de carte d'identité. Vous serez étonné le nombre de Guinéens qui n'ont pas de pièce d'identité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, je pense, Monsieur le ministre, les autorités devraient se pencher. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées avec l'enrôlement pour les élections, les cartes d'électeurs. Donc ça a beaucoup aidé. Mais quand même, il y a beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas de carte d'identité. Et ça peut être un frein. La deuxième chose aussi, je partage l'avis... Allô? Je partage l'avis du DG d'Orange Money. C'est qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation, changer les mentalités. Parce qu'après tout, nos populations sont très habituées encore au cash. Alors que quand vous avez un portefeuille électronique, c'est plus sécure et c'est plus traçable. Donc les gens ont cette habitude d'avoir du cash. Donc il y a toute une pédagogie qu'il faut faire et que nous essayons de faire pour expliquer et pour démontrer qu'il y a de la facilité à avoir son portefeuille électronique. C'est comme quand ceux qui sont en Occident, ils n'ont plus de cash, ils ont leur carte ou leur Apple Pay ou d'autres. Mais c'est d'essayer de faire cette mue ici pour que les gens aient confiance en ce système et n'aient pas besoin d'avoir le cash physique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, qui est transversal et qui pourrait aider à atteindre les 10 millions. Parce que si les gens se rendent compte qu'on peut tout faire de manière électronique, de manière sécurisée, évidemment, on compte sur Madame la ministre des Postes et des Communications pour que le réseau et les infrastructures suivent. Cela aidera aussi à atteindre les 10 millions. L'autre chose, c'est de continuer à approcher les populations et à répondre aux besoins réels. Parce que là, aujourd'hui, on se rend compte que les gens apprécient, ils gagnent en efficience, en efficacité, de pouvoir avoir des transactions qui se font pratiquement en temps réel.
C'est-à-dire quelqu'un vous appelle, vous avez quelque chose à payer au village, très rapidement, vous envoyez l'argent, la personne est payée et ça permet vraiment l'efficience. Ou quand vous avez besoin de payer quelque chose, vous n'avez plus besoin de vous déplacer vous-même physiquement, vous appelez le boutiquier ou l'entreprise et vous payez directement. Donc il y a encore du travail à faire. Et je pense que pour notre pays, vraiment le numérique et le digital, c'est vraiment l'avenir. Parce que nous avons un écosystème qui est encore très basique et il y a des solutions qui peuvent s'offrir et qui peuvent permettre vraiment de faire un leap, vraiment un saut important. Et je pense qu'au fur et à mesure que l'adoption va augmenter, je pense que ça ouvre de très belles perspectives pour nous. Évidemment, comme je l'ai répété tout à l'heure aussi, tous ces services financiers-là, il y a une certaine complémentarité qui se font avec les assurances, avec les banques, avec la microfinance, et qui va permettre vraiment de faire fluidifier et d'accroître le marché qui se fera de manière digitale. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Allô? 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 Ok. Donc, merci beaucoup aux chers intervenants. Je pense qu'on va essayer une ou deux questions dans le public. S'il vous plaît, des questions. J'ai vu une main levée par. Donc, bonjour à tous. J'ai une question pour Madame la ministre de l'économie numérique. Je suis Omar Sissé, chef de projet à la Guinéenne de Monétique. J'interviens dans le cadre du projet national du switch monétique et digital qui vise à assurer l'interopérabilité entre les différents acteurs de l'écosystème. Et l'un des volets du projet du switch monétique est le paiement instantané, qui concerne généralement les fintech et les telcos. Et ma question, Madame la ministre, c'est avec un taux de pénétration téléphonique estimé à environ 100, quels sont les principaux défis à relever pour améliorer significativement cette couverture nationale? Ou pensez-vous que cette problématique pourrait être résolue grâce à l'arrivée de Guinée Télécom, ou plutôt une mutualisation des infrastructures entre les opérateurs déjà implémentés en Guinée, c'est-à-dire que est-ce que MTN un jour pourra utiliser les infrastructures d'un autre opérateur de téléphonie? Je vous remercie. Nous prendrons une question de plus. Nous sommes un peu pris par le temps. Je ne suis pas panéliste, mais je demande la permission aux panélistes. Oui, vous savez, les préoccupations des citoyens sont tout à fait légitimes. Et je pense qu'en tant qu'acteur de ce changement prôné par la vision du chef de l'État, on se doit d'apporter des réponses. Quels sont, d'abord, le taux de pénétration au niveau de la téléphonie est de plus de 103%, 104%, selon les chiffres donnés par l'ARPT en 2024. Celui de l'Internet est aux environs de... L'Internet mobile est autour de 40%, et au niveau de l'Internet fixe, on est autour de 8%, ce qui est encore très très bas pour nos ambitions. Et quand, tout à l'heure, dans ma prise de parole, je disais, la première des choses, quand vous arrivez pour révolutionner un tel secteur, il faut quand même avoir l'heure juste, vers où on s'en va, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Et nous avons identifié les zones blanches. Même ceux qui ne sont supposés être couverts, mais qui ne le sont pas bien, aujourd'hui, nous avons la cartographie. Et l'ANSUTEN, qui est l'agence du service universel, aussi a un rôle majeur à jouer. Parce que vous savez, dans la loi sur tout ce qui est télécommunications, les opérateurs ont l'obligation de couvrir tous les secteurs de plus de 1000 habitants, je crois entre 1000 ou 2000. Ils ont l'obligation, c'est-à-dire si vous avez votre village qui n'est pas couvert
et qui a plus de 2000 habitants, vous avez le droit de vous plaindre au régulateur et de lui dire non, notre secteur n'est pas couvert, normalement il doit être couvert. Au-delà, quand c'est en bas de 1000, l'agence du service universel qui reçoit une redevance doit déployer sur ces secteurs pour les couvrir, parce que c'est un droit aux citoyens de pouvoir communiquer et d'avoir cette couverture géographique. Et aussi, quand vous dites qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour soutenir tout cet écosystème, il faut investir dans l'infrastructure. C'est dans ce sens que en fin 2025, nous avons quadruplé la capacité sur le backbone. Aujourd'hui, notre backbone qui était à 50 gigas est passé à 200 gigas. Cela signifie quoi pour le commun des mortels? Aujourd'hui, on a une autoroute qui nous dit voici l'autoroute par laquelle doivent passer les données qui transigent sur le territoire national. Il y avait 50 gigas que tous les acteurs devaient se transiger. La capacité, bien sûr, le besoin a augmenté. Et si nous n'avons pas d'infrastructure qui puisse supporter le volume de données qu'on veut faire passer, eh bien, ça devient un problème. Et on est obligé alors de passer soit par les réseaux hertziens ou on est obligé de passer par d'autres technologies. Mais vu que la fibre optique est une des options fiables aujourd'hui que nous avons tenu à ce que cette capacité soit augmentée. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, l'ensemble de nos préfectures sont interreliées par le réseau de backbone, mais il reste encore des efforts à faire pour aller vers les sous-préfectures et aller vers les districts. Et il y a un projet aujourd'hui d'extension pour aller vers ces districts. Vous avez parlé de Guinée Télécom, l'opérateur Areba Guinée SA. Je pense qu'il faut, en matière d'économie, c'est sûr, quand on instaure une concurrence, on crée de la valeur, on crée de la qualité et on permet aux gens d'avoir accès à un service à des coûts assez raisonnables parce que la concurrence est là. Nous travaillons dans ce sens et nous pensons que oui, animer le secteur et avoir d'autres acteurs, c'est dans ce sens que l'État a pris l'engagement lorsque MTN était en train un peu de prendre une pente qui n'était pas favorable pour notre économie. L'État a pris la responsabilité de reprendre cet acteur-là. Et nous sommes dans le processus pour la relance et surtout pour qu'elle puisse mieux répondre aux aspirations des concitoyens. Vous avez parlé du partage des infrastructures. C'est une loi. La loi le dit. Le partage des infrastructures est une obligation et aussi le free roaming. C'est-à-dire quand vous allez par exemple dans d'autres pays, vous avez un numéro de téléphone. Quand vous changez d'opérateur, vous n'êtes pas obligé de changer de numéro de téléphone. Avec ce même numéro de téléphone, vous pouvez, tout cela alimente favorablement l'écosystème. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais sachez quand même que nous avons des travaux que nous sommes en train de faire. C'est sûr que les attentes sont nombreuses et l'impatience prend le relais. Mais nous demandons aussi aux consommateurs de nous regarder. Récemment, nous avons réussi quand même à faire baisser chez le principal opérateur de plus de 25% le coût d'accès à la data, ce qui n'est pas rien. 25%, c'est énorme pour eux en tant qu'acteurs. Mais nous sommes en train d'avancer. Nous investissons en tant qu'État dans les infrastructures, le backbone, le câble sous-marin, les data centers, et nous continuons dans ce sens pour que l'écosystème soit favorable à un accès équitable. Je vous remercie. Sur ce, merci infiniment et on va passer aux prochaines étapes de cette semaine de la FinTech en Guinée.